Et le vice-président du Front National nous a rejoint, Florian Philippot. Bonsoir. Est-ce que vous êtes surpris par ce résultat? Benoît Hamon, large leader. Je crois que je suis comme la majorité des Français, ça m'est assez indifférent, à vrai dire. Oui, écoutez, on verra bien. Probablement qu'Hamon gagnera. Et ce que j'ai entendu dans cette primaire ne m'a pas convaincu. Surtout, ça nous a tous rappelé qu'il s'agissait un peu d'un conseil des ministres de François Hollande, c'est-à-dire 7 sortants du quinquennat. Et je ne pense pas que cette primaire déchaîne les passions ni les foules dans notre pays. Benoît Hamon, ce qu'on lui reconnaît, c'est d'être plus proche des électeurs, des gens qui souffrent d'un certain peuple de gauche qui a pu vous rejoindre. Donc, est-ce qu'il n'est pas un peu dangereux pour vous quand même? Non, je ne crois pas du tout. Non, il est identifié vraiment comme les autres, comme un successeur de François Hollande, donc ayant trahi toutes les promesses qui avaient été faites sur son revenu universel, puisque c'est sa mesure phare. C'est complètement Et pendant que vous vous exprimez, délirant. pardon, Benoît Hamon est en train de quitter son QG. D'accord. C'est totalement délirant. 450 milliards d'euros, c'est absolument pas finançable. Et en plus, ça veut dire qu'on a renoncé à créer de l'emploi. Moi, ce qui m'inquiète le plus, je vais dire, chez Benoît Hamon, c'est sa conception de la laïcité. Parce que je me souviens que c'est bien lui, précisément, qui nous avait expliqué il y a quelques semaines que ce reportage où on voyait des femmes interdites de café à Sevran, sous pression islamiste évidente, je crois que c'était France 2 qui avait montré ce reportage édifiant, Benoît Hamon avait commenté ce reportage en disant que ce n'était pas bien grave et que ça nous rappelait les cafés ouvriers d'il y a 70, 80 ans, absolument n'importe quoi. Ça prouve qu'il a une faible conception de la laïcité et de la lutte contre le communautarisme. Stéphane Troussel sur la laïcité. Moi, je suis toujours ravi quand j'entends le Front National nous donner des leçons sur la laïcité quand l'ensemble de ces réunions, meetings et autres déplacements se font parfois avec des responsables religieux. Il suffit de regarder dans les villes que vous dirigez dans le sud-est de la France un certain nombre de vos maires qui se targuent de faire des manifestations avec des responsables catholiques. Donc franchement, des leçons de morale de ce point de vue. Il faut étayer un tout petit peu parce que là, je ne vois pas de quoi vous parlez en fait. D'en prendre de votre part. La laïcité, chacun est je crois, en tout cas dans ce pays. Non mais j'ai pas compris de quoi vous parliez là. Non mais justement, visiblement. pour faire un débat sur je ne veux pas cautionner je comprends ce que vous dites sur l'affaire Il catholique. suffit de voir leur maire. En tout cas, moi j'avais été également incroyablement halluciné de voir ce reportage qui montrait quoi en vrai? Qu'il y a des cafés où il y a des femmes qui n'ont pas le droit de rentrer. Parce que vous avez des gens qui sont musulmans qui considèrent qu'en France ils sont là pour. Mais Benoît Hamon a eu l'occasion de dire à plusieurs reprises ce qu'il en pensait. Malheureusement, et très franchement, dans le combat féministe, j'aimerais bien qu'un certain nombre de responsables politiques. Là, il n'a pas été glorieux dans le combat féministe. J'aimerais bien qu'un certain nombre de responsables politiques de votre camp sont pédigrés sur les combats féministes. Donc, franchement, jamais. Même à gauche, je n'ai pas vu beaucoup d'hommes politiques ou de femmes politiques, quelle que soit la couleur politique en France, trouver normal qu'il y ait des cafés. En même temps, merci. Thierry Soler termine et vous répondez. J'ai jamais vu un homme politique, à part Benoît Hamon, ne pas se choquer de voir dans des cafés en Île-de-France des femmes interdites de rentrer parce qu'il y a des musulmans à l'intérieur qui considèrent que c'est pas la place des femmes. Et lui, il n'a pas été choqué. Il s'est exprimé, mais il s'est exprimé régulièrement. Il a eu l'occasion de dire ce qu'il avait à dire sur cette question. Vous vous souvenez de cette histoire, Adrien Jean? Peut-être il faut peut-être rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs et même de nous, parce que les détails nous échappent un peu. Ce mot de laïcité, il n'est pas du tout anodin. Manuel Valls, tout à l'heure, quand on a entendu ce qu'il disait, la première attaque qu'il a eue en direction de Benoît Hamon, c'était sur cette question de la laïcité. Parce que déjà à l'époque, effectivement, ce reportage, il faut quand même rappeler, il a créé une polémique lancée par le Front National, reprise par Marine Le Pen d'abord, parce qu'effectivement, on voyait que des femmes dans un café de Sevran n'étaient pas autorisées à rentrer parce qu'elles n'étaient pas voilées et qu'elles ne respectaient pas les codes prétendus à ce moment-là de la religion musulmane. Ce point de clivage, Benoît Hamon, en gros, il a un sparadrap qui lui colle à la peau depuis plusieurs mois, voire années. C'est son rapport à la laïcité. Il a été accusé de clientélisme à Trappes. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas. Voilà, c'est un élu de Trappes dans les Yvelines. Il fait partie de ces élus de banlieue qui ont été pointés du doigt par certains de leurs opposants pour avoir été trop conciliants avec certains excès sur place, au motif d'engranger ainsi des voix. Bien sûr, il s'est défendu, mais c'est un extrêmement bon angle d'attaque pour ses opposants au sein du Parti Socialiste, comme on le voit ce soir, à droite. Même si ça n'avait pas été abordé pendant les débats. On voit que c'est un angle d'attaque pour la droite et le Front National. Stéphane Troussel. Non, mais tout simplement, il y a eu une manifestation aujourd'hui, par exemple, des anti-avortements. J'aimerais bien que, sur ces questions-là, du droit des femmes à disposer de leur corps, ces messieurs qui donnent de leçons à Benoît Hamon soient à peu près aussi fermes pour défendre le droit des femmes à disposer de leur corps. Très bien. Personne ne remet en cause le droit à l'IVG. Marion Maréchal Le Pen. Et c'est la droite et Madame Veil qui a fait Marion l'IVG en Maréchal France, Le Pen, elle
on est déjà dans un débat post-deuxième tour. Je crois que le sparadrap, il va coller à M. Hamon encore bien longtemps. Il n'y a aucun sparadrap, puisqu'il a eu un sparadrap islamiste. Est-ce que Florian Philippot, ça change quelque chose pour Marine Le Pen d'avoir face à elle au premier tour de la présidentielle Manuel Valls ou Benoît Hamon? Non, ce que je vous disais, je pense que ça ne changera rien. Ça permettra probablement peut-être qu'on pose certains débats, parce que je vois des propos chez M. Hamon qui en réalité ne tiennent pas compte de la tutelle européenne. Donc nous souhaitons nous défaire, bien sûr, la tutelle de l'Union européenne qui fait que quand on parle de patriotisme économique, de Made in France, il faut savoir que c'est interdit aujourd'hui par les règles de l'Union européenne et tous ceux qui ne le disent pas, c'est-à-dire à peu près tous les candidats sauf Marine Le Pen, sont un peu dans l'imposture. Donc ça, je pense que peut-être la présence de Benoît Hamon permettra d'avoir plus facilement ces débats de fond. Si vous voulez, moi j'ai une remarque quand même sur la primaire. La primaire produit des programmes assez folkloriques. C'est peut-être les dernières primaires qu'on va vivre là pendant une présidentielle. Le revenu universel, je vous disais, 450 milliards d'euros, absolument infinançable côté Hamon. Un programme de casse sociale terrible côté Fillon, démantèlement de la sécurité sociale, de suppression de la durée légale du travail, alors qu'il faudrait mettre en place les heures fiscales défiscalisées, les heures supplémentaires défiscalisées pour financer. Mais quand on avait fait ça à l'époque, vous êtes devenu Sarkozy. Privilégié. Non, mais c'était peut-être là une des seules bonnes mesures de Sarkozy. Où il fallait pas dit à l'époque. Oui, c'est vrai. Oui, mais il fallait pas. Vous n'avez pas dit. Il fallait pas le supprimer. Il fallait pas aujourd'hui. Thierry Solaire. Ils n'aiment pas les primaires. Thierry Solaire. La démocratie, ils préfèrent la généalogie. Thierry Solaire. Chez eux, au Front National, c'est assez simple. Ils préfèrent la généalogie et la démocratie. Ça fera, je crois, la 6e ou 7e élection présidentielle qu'il y a un Le Pen qui est candidat devant les Français. Et je comprends qu'au Front National, ils n'aiment pas trop l'idée qu'on demande aux Français de gauche ou de droite de venir trancher pour choisir un seul candidat. On n'a surtout pas besoin des primaires, M. Solaire. On n'a pas besoin des primaires avant nous. Elle l'a fait aujourd'hui. Je vois que la participation, vous en êtes heureux à 1,7 million. C'est quand même très dur pour vous. Vous étiez à 2,7 millions il y a 5 ans. 2,6 millions au premier tour. Vous êtes à 1,7 million, 1 million de moins. Et nous avons fait 4,3 millions. Donc vous mais oui, mais il y a 5 ans d'opposition. Vous savez bien que la configuration n'est pas la même. Mais d'accord, donc à ce moment-là, vous pouvez en tirer une conclusion très nette aussi en vue de l'élection présidentielle. Et vous direz la même chose. Peu importe. En tout cas, moi aussi, je trouve assez drôle que M. Philippot donne des leçons sur la démocratie et ses primaires. Enfin, au Front National, on se passe à la fois la direction du parti, la candidature aux élections, de père en fille. Et puis la prochaine fois, ça sera qui? La petite fille. Donc franchement, les leçons de morale sur cette question ne nous en donnent pas clair. Alors attendez, je vais répondez puis ensuite Thierry Solaire. Parce que pour quelqu'un qui disait qu'il faut pas trancher les options entre vous. Attendez, mais arrêtez-vous, sinon on n'entend pas si vous parlez. Au Front National, il y a des statuts avec une élection. Marine Le Pen s'est présentée, elle avait un candidat face à lui, elle a fait 68% d'interne des voix des adhérents, donc elle a été élue présidente du Front. Moi, ce que je dis simplement, c'est que manifestement les primaires posent un problème. On voit chez vous avec ce programme qui ne pourra pas tenir la route, c'est évident. 450 milliards d'euros, c'est plus que le budget de l'État pour le revenu universel. Vous ne pourrez pas le défendre une seconde. Et côté droite, moi je vois non seulement un programme qui n'est pas adapté à ce que veulent les Français, c'est évident, qui est très très dur, qui est le programme voulu par l'Union européenne de casse sociale. Et en même temps, je vois par exemple, je vois les jupéistes, Monsieur Apparu par exemple, qui nous expliquait que les 500 000 fonctionnaires en moins c'était infaisable, que c'était une folie, et qui aujourd'hui est obligé de défendre cette mesure contre ce qu'il pense, contre ce qu'il pense, contre ce qu'il disait il y a un mois. Donc ça, c'est pas tenable non plus. Et vous et Mademoiselle Le Pen, vous croyez que vous ne donnez pas un spectacle dans votre vie politique de chicaillat en même temps, merci. Tout le monde, il y a des chicaillas dans la vie politique, c'est pas bien grave. C'est pas des chicaillas, c'est des problèmes de fond. Le fait que c'est Benoît des problèmes de cohérence, c'est des problèmes de sincérité. L'idée que Benoît Apparu, qui a soutenu Alain Juppé sur une mesure en particulier, soit pas d'accord, je vais vous renvoyer à toutes vos oppositions. Thierry Solaire, est-ce que vous êtes satisfait à l'idée que ce soit Benoît Hamon qui représente cette gauche socialiste? On imagine que si c'était Manuel Valls, il gênerait davantage Emmanuel Macron et ça vous rendrait davantage service, non? Je crois que la gauche qui sort de ce pouvoir, elle a tous ses anciens ministres, Hollande ayant renoncé à défendre lui-même son propre bilan, tous ces anciens ministres, soit dans la primaire, soit à l'extérieur de la primaire, veulent être candidats. Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'à ce stade, il y a 4 candidats minimum de la gauche à l'élection présidentielle. Mais ça libère un espace à Emmanuel Macron. Le vainqueur de la primaire. Mais c'est qui l'adversaire principal pour vous entre Emmanuel Macron et le vainqueur de dimanche? C'est absolument dilué. Et à côté de ça, il y a le Front National qui a fait des gros scores aux élections régionales régulièrement et qui, dans les sondages, est annoncé au second tour. Moi, ce que je crois, c'est que nous, on avait 2 choses à faire à droite. La première chose, c'est d'être rassemblés. Ça, c'est la primaire et c'est fait. Et la seconde chose, c'est d'avoir un programme pas démagogique, pas pour faire peur aux Français, mais pour prendre les mesures qui ont été prises ailleurs, qui auront 2 caractéristiques. La première, de rompre avec ce chômage de masse et donc avec la pauvreté. Et de remettre l'État là où on en a besoin, c'est-à-dire sur la sécurité des Français et sur la justice, qui a été le parent pauvre
depuis de nombreuses années. Voilà. Mais le candidat qui vous inquiète le plus aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron, et Benoît Hamon lui laisse un espace considérable au centre. Je vous dis très sincèrement. Les troupes de François Fillon, elles sont un peu inquiètes du succès d'Emmanuel Macron. Et je vous le dis très sincèrement, pas qu'à vous, à LCI, je vois bien, sans aucune langue de bois, dans la plus grande sincérité. Je vois bien l'emballement médiatique tous les matins. C'est des meetings, hein. Non, mais c'était pareil. Vous savez, Alain Juppé avait gagné la primaire au premier tour. Édouard Balladur aurait été président de la République. Je vois bien que chacun s'enferme dans cette logique-là. Voilà. Nous, à droite, je vous dis, la seule chose qu'on avait à faire, c'est d'être rassemblés, d'avoir un programme cohérent. Je crois qu'on a les deux et que tout va bien et qu'on a 90 jours pour le défendre devant les Français. Et la gauche, elle a deux problèmes majeurs, son bilan et sa division. Le Front National, il a fait des scores très importants d'année régionale parce que le pays va mal et prospère là-dessus. Moi, mon sujet, c'est de vouloir redresser la France parce que j'ai la conviction que si Marine Le Pen est présidente de la République, au-delà de l'aspect moral, ça sera terrible sur un plan économique. Et si la gauche est au pouvoir, ça sera la descente encore un peu plus. On dépassera les 10 millions de pauvres dans quelques années. On a bien vu, Stéphane Troussel, que pendant les débats, Benoît Hamon s'est fait attaquer beaucoup sur sa proposition la plus marquante qui était le revenu universel. Finalement, bon, ça a vendu un peu du rêve à la gauche, mais s'il est le candidat, il sera attaqué par les autres. Est-ce que ça ne va pas devenir un handicap pour lui? Parce que tout le monde vous dira, comme Florian Philippot, ça coûte 400 milliards, il ne peut pas le faire. La première étape, c'est un choix, ça coûte 45 milliards. C'est exactement ce qui vient d'être dépensé pour le CICE et le pacte de responsabilité. 45 milliards dans un premier temps, oui, c'est exactement ce qu'il a proposé. D'ailleurs, le Premier ministre Manuel Valls, quand il était encore en fonction, en octobre dernier, il allait en Gironde pour voir un département qui expérimente une forme de revenu universel. Donc oui, nous pensons que plutôt que de multiplier une nouvelle fois un certain nombre de cadeaux aux entreprises, le MEDEF, maintenant qui visiblement fait des yeux doux à l'extrême droite, se partage entre Fillon et l'extrême droite, eh bien le MEDEF nous annonçait 1 million d'emplois. Ça a été la mauvaise nouvelle, ça, d'avoir le soutien de M. Gattaz. 1 million d'emplois avec ces 45 milliards. On les attend encore. Donc oui, il y a une première étape où il s'agit à la fois d'augmenter les minima sociaux, de permettre que les jeunes de 18 à 25 ans, ceux qui font des études, ceux qui ont des revenus, des petits jobs précaires, eh bien, puissent avoir un complément de rémunération, justement pour faire en sorte que leur insertion sur la vie professionnelle elle puisse se faire dans de bonnes conditions. Et de lutter contre les inégalités, lutter contre la précarisation qui existe sur le marché du travail, ça c'est la première étape de son revenu universel. Oui. Oui, enfin pour l'instant le seul bilan que vous avez eu c'est plutôt un accroissement des inégalités et une plus de précarisation, notamment pour les femmes avec la loi travail, la loi El Khomri qui est celle du quinquennat que vous avez soutenue. Donc du côté de Benoît Hamon, on n'a pas vraiment soutenu la loi El Khomri. Exactement. À ce moment-là, il faut quitter clairement le Parti socialiste. Il faut pas être sur les deux tableaux, être dedans et dehors en même temps. Le gouvernement, ça vous pouvez donner quitus de ça quand même. On quitte la majorité présidentielle si on a un désaccord de fond. Et au contraire, on est en désaccord le temps des élections et qu'on est en accord le temps du quinquennat. Enfin bref, peu importe. Chacun jugera. C'est vrai que les cohérences dans les municipalités que vous dirigez, ça vous permet de donner des leçons. Regardez tous ceux qui vous quittent. En même temps, s'il vous plaît, on s'écoute. Merci, on s'écoute. Non, si vous parlez en même temps, les gens qui nous regardent vous entendent pas. Très bien. La base d'un débat, c'est qu'on parle pas en même temps. Bon. Oui. Donner des leçons en matière de débat, M. Philippot. Je vous entendais, M. Solaire, dire Marine Le Pen, le score du Front a prospéré sur la désespérance, le désespoir, etc. Non, je crois qu'il a prospéré sur une adhésion à des idées. D'ailleurs, il y avait un sondage tout récent qui montrait que la seule candidate qui suscitait de l'enthousiasme dans son camp, majoritairement, c'était Marine Le Pen. Voilà. Et ça, je pense que c'est le signe d'une adhésion. Vous voyez, quand elle dit, par exemple, on ne peut pas s'en sortir. Vous n'avez pas vu d'enthousiasme ce soir chez les partisans de Benoît Hamon? Vous avez vu les images de son sujet? Mais je parle du corps électoral. Par exemple, quand elle dit on ne peut pas s'en sortir face à l'insécurité et à la vague immense de migrants sans frontières nationales. Oui, je crois que ça suscite de l'adhésion parce que c'est du bon sens. On ne peut pas s'en sortir avec le Schengen que vous défendez tous les deux. Que M. Fillon, je crois, demain ira rappeler devant Mme Merkel. Je crois qu'il la voit demain, Mme Merkel. C'est ça, elle ne veut pas vous voir, mais peut-être parce qu'elle préfère avoir quelqu'un qui, comme elle, accepte et veut Schengen puissance 2, elle accueille, je crois, 1,5 million de migrants. Mais qu'est-ce que vous allez lui dire, Mme Merkel? Bravo, continuez. C'est pas raisonnable. Et je crois que aussi bien droite que gauche, de ce point de vue-là, ont été laxistes. Nous avons une position ferme qui, je crois, plaît et qui suscite de l'adhésion. Même chose en matière économique et sociale, quand on dit attention avec l'Union européenne, on ne s'en sortira pas. On n'aura pas le droit de faire du Made in France, on n'aura pas le droit de faire de la réindustrialisation, de l'innovation. Il faut donc retrouver des marges de manœuvre. Le fonds de commerce habituel, c'est plutôt que d'anticiper un certain nombre de questions qui se posent au pays, c'est de faire peur à la société française. C'est systématiquement d'expliquer, plutôt que de prendre les enjeux tels qu'ils vont se poser. La situation climatique d'un certain nombre de pays qui font qu'il y a de très nombreux
concitoyens africains qui quittent leur pays pour vraiment fuyer. Ce ne sont pas nos concitoyens. Non, bien sûr, non. Mais moi, excusez-moi, je ne considère pas que mon pays, c'est seulement. Votre pays, c'est la terre, c'est ça? Ah oui, moi, je me sens aussi responsable de ce qui se passe. Il fallait faire la primaire sur la terre entière. Vous auriez donner des sons, mais vous ne préférez pas les organiser, surtout parce que, encore une fois, c'est plus simple d'avoir un petit mais faites venir vos 7 milliards de concitoyens en France. Non, tout simplement, c'est de se dire qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent à l'échelle de la planète et on peut simplement faire peur aux gens en leur expliquant. Mais surtout, rassurez-vous, on va mettre des barbelés et on va tout régler tout seul. On va mettre des barbelés et on va régler tout seul. Thierry Soler, principe de frontière. La semaine prochaine, il y aura le second tour de cette primaire de la gauche. Il y aura aussi un grand discours de François Fillon. Pourquoi avoir choisi ce jour-là? Dimanche prochain. Oui, le soir du second tour. Parce que la campagne pour l'élection présidentielle, elle ne se règle pas uniquement manifestement dans la primaire. C'est pas une façon de balayer d'un revers de main la primaire de la gauche? Non, ça balaye pas. On est tout à fait respectueux des autres et les Français choisiront librement ceux qui seront au second tour de la présidentielle et ensuite leur président de la République. Mais notre campagne, j'imagine que celle de Marine Le Pen et celle de M. Mélenchon ne s'arrête pas parce que un des 4 candidats de la gauche qui sera celui issu de la primaire se fait désigner ce jour-là. Enfin, il a quand même on aura un grand... Jeudi, il y avait un débat, il y avait déjà un meeting de François Fillon. Il y a quand même un effet de répétition entre l'agenda du candidat désigné des Républicains et l'agenda de la primaire de gauche. La gauche nous a laissé le champ libre pendant 4 mois pour faire notre propre primaire. Nous n'allons pas lui laisser ces 2 mois de champ libre. Nous faisons notre campagne présidentielle. François Fillon est à Berlin lundi. Demain, il prononcera un grand discours sur l'Europe et la nécessité justement de réformer ce qui ne va pas. Parce que nous, on n'est pas là simplement pour constater que le lait se répand. On est là pour proposer des solutions concrètes pour le régler. Et puis deuxièmement, on aura dimanche prochain le grand meeting, un très grand meeting de campagne à Paris. Porte de la Villette, où François Fillon expliquera la vision qui est la sienne sur le reste de cette campagne. Mais là, vous faites la fleur aux socialistes de le faire à 15h pour que quand même leur laisser un petit bout de la soirée derrière. 15h, c'est toujours la bonne heure pour les meetings à Paris. Vous allez suivre le débat mercredi soir? Oui, bien sûr, je regarderai. Et vous, Florian Philippot? Oui, bien sûr, oui. Florian Philippot, vous disiez tout à l'heure, au Front National, il ne sera jamais question de primaire. Gilbert Collard, ici même, disait qu'il était favorable à une primaire au sein du Front National. Évidemment pas pour 2017 puisque Marine Le Pen a été désignée, mais pour 2022. Donc il y a quand même un débat au sein du Front National. Il y a eu Gilbert Collard, mais il a le droit parfaitement d'avoir son opinion. Mais il fait partie de l'équipe de campagne de Marine Le Pen. Oui, le choix qui a été fait du Front, d'abord, on n'a pas besoin de primaire parce que nous avons une candidate. On a besoin de primaire quand on n'a pas de candidat naturel. Ou quand on en a plusieurs. Pardon? Quand on en a plusieurs. Quand on en a plusieurs, c'est... Aujourd'hui, personne n'affronte. Quand on en a 7, si un jour, vous c'est mauvais signe. Avec tous les deux. Je le crois. Quand on a 2, on en a vite 3 ou 4. Oui, ou 7. Vous verrez, ou 10. Ça vous arrivera. Non, mais voilà, je crois que c'est très bien. Comme ça, nous pouvons nous concentrer sur le fond, parler des vrais sujets. Marine Le Pen a visité récemment une PME qui fait du Made in France, alors que c'est très compliqué aujourd'hui, avec les charges, avec la concurrence déloyale, avec l'euro. Elle a visité une maison des services publics parce qu'il faut défendre les services publics dans la ruralité et que ça a été abandonné. Vous voyez, on peut se concentrer sur le fond, alors que les primaires, c'est un peu le casting et finalement ça amène à dire beaucoup de bêtises quand même, voire des bêtises qu'on regrette ensuite parce qu'on doit les défendre alors qu'on n'avait pas prévu d'être désigné. Suivez mon regard. Vous pensez, Stéphane Troussel, qu'il y aura des discussions, des accords, que le programme de Benoît Hamon sera peut-être amendé pour plaire davantage aux partisans de M. Montebourg ou de M. de Rugy, puisqu'ils doivent se rencontrer demain? En l'occurrence, la primaire, elle sert à ça. Elle sert à tenir compte des débats qui ont eu lieu. Elle sert à justement ajuster les propositions des uns et des autres. Et quand on veut le rassemblement de son camp, quand on veut élargir ses propositions, il faut tenir compte du débat qui a eu lieu, des options, des options qui ont eu lieu. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que on voit bien les pressions que subit aujourd'hui François Fillon. Donc, M. Solaire, vous devriez entendre. Bah oui, on entend on en sent un certain nombre de dirigeants qui lui demandent d'ajuster, que la purge libérale qu'il propose, les 500 000 postes oui, quand on décide de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, il va falloir nous dire en matière... toujours 35% de plus que les Allemands. Je vous invite à le dire aux parents d'élèves qui trouvent déjà qu'il n'y a pas assez de remplaçants dans les écoles. Venez en Seine-Saint-Denis leur expliquer qu'il faut continuer. Si, la preuve, c'est que ça commence à proposer... Si vous nous rejoignez, il est 23h30, pardonnez-moi, vous assistez ici à la primaire vue par les autres partis. Ce qu'on va voir, c'est avec Cédric Ingrand. Bonsoir Cédric. Bonsoir.
la primaire de la gauche vue par les autres partis sur Twitter. Oui, on a attendu toute la soirée des réactions des autres grands candidats. On a attendu des réactions de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, d'Emmanuel Macron, de François Fillon. Pourquoi pas? Il n'y en a pas eu. Il y a quand même une candidate qui a réagi, si vous allez la voir. C'est Ramayad, est-ce qu'on la voit? On la voit derrière moi. Qui dit que Benoît Hamon prouve qu'une campagne déjoue toujours tous les pronostics initiaux. Manuel Valls est la cible miraculée. Un deuxième tour qui va se jouer entre les valeurs et la présidentialité. J'imagine que c'est la présidentiabilité qu'elle voulait dire. Alors on va passer de la gauche à la droite. À gauche, peut-être la meilleure pique de la soirée, elle est signée par un soutien de Jean-Luc Mélenchon, par Alexis Corbière, qui dit « Cette élection est un échec, le PS perd toutes les élections, même celles qui l'organisent. » Forcément, ça fait mal. Plus à gauche encore, Philippe Poutou qui nous dit qu'on est face à la semaine de la gifle pour Valls. Entre le second du premier tour est pas vraiment favori pour le second, début de sanctions bien méritées. Un extrême qui en rejoint un autre, Robert Ménard, qui lui aussi évoque une gifle pour Manuel Valls, mais bon, il aurait, paraît-il, l'habitude. Toujours à droite, Valérie Debord, porte-parole des Républicains, qui dit que ce scrutin prouve qu'on est bien face à deux gauches irréconciliables, disait Valls. Effectivement, les électeurs viennent de le confirmer. Henri Guénaud, qui a réagi beaucoup plus récemment, et qui dit, lui, que les démocraties occidentales sont malades et les électeurs veulent éjecter les establishments. Du coup, les primaires de la gauche seraient sans importance. Et puis, un sénateur républicain, LR, qui lui réagit en disant que Valls ne peut plus l'emporter et qu'il ouvre aujourd'hui un champ libre à Macron pour récupérer l'électorat de la gauche hollandaise, sa famille naturelle. Merci.